Bonjour à toutes et à tous. Élire un président de la République au suffrage universel, c'est-à-dire par le vote de l'ensemble des citoyens en âge de se prononcer, quoi de plus naturel et de plus souhaitable? C'est la réforme constitutionnelle que les députés turcs ont adoptée hier. Mais cependant, un petit retour sur les épisodes précédents et récents. Le parti au pouvoir, l'AKP, le parti de la justice et du développement, d'inspiration islamique, a vu son candidat à la présidence retoqué parce qu'il n'avait pas atteint le quorum nécessaire de parlementaires pour pouvoir être élu. Les partis craignant une islamisation de la société turque ont fait barrage. L'AKP a donc recours au suffrage universel pour tenter de contourner la difficulté, certain que le candidat du parti, une fois présenté au choix du peuple, aurait ainsi toutes les chances de l'emporter. La modification constitutionnelle est donc possible, mais dans le contexte actuel en Turquie, elle est tout sauf politiquement neutre. Et c'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui Jean Sirapian, qui est président de l'Institut Chobanian, Institut de géopolitique sur la Turquie, le Caucase et le Moyen-Orient. Monsieur Chobanian, bonjour et merci d'être avec nous. Sirapian, oui, bonjour. Alors, d'abord précisons les choses. Le pouvoir du président en Turquie, ce n'est pas uniquement un pouvoir honorifique. C'est quand même le pouvoir de quelqu'un qui peut opposer son veto législatif, qui peut nommer les juges de la Cour suprême et qui a aussi la mainmise sur la télévision d'État. Donc ce n'est pas un petit poste. Non. Alors justement, cette réforme nous a surpris aussi un peu les observateurs de la Turquie parce que ça fait des années ou des décennies que nous pensions que la Turquie, pays démocratique, aurait dû déjà accéder à cette demande qui a été faite par plusieurs partis. Mais jusqu'aujourd'hui, le président a été élu par le Parlement. Et c'est vrai que d'ailleurs, quand vous avez dit que la loi a été acceptée par 376 votes sur 550 au Parlement, ce n'est pas fini. Ça veut dire que le président toujours peut mettre son veto. D'ailleurs, il l'a dit. Le président va mettre son veto. Ensuite, il va renvoyer cette loi devant le Parlement. Oui. Et si le Parlement la vote dans les mêmes termes, à ce moment-là, elle est adoptée. C'est adopté. Alors, le petit problème, c'est que comme les élections ont été un peu avancées au 22 juillet, selon le Premier ministre Erdogan, ils ont tout calculé. Ça veut dire que ça devrait être possible. On verra. Et donc, il y a toujours cette possibilité de retocage par le veto présidentiel. Alors, on a vu ces manifestations gigantesques, Ankara, Istanbul, de laïcs. Quel est le danger réel d'islamisation de la société turque? Puisque derrière ce recours au suffrage universel, il y a la crainte pour ceux qui ne sont pas au parti au pouvoir que la société turque bascule dans une islamisation totale. Quelle est la mesure réelle de ce danger? Écoutez, si on fait une petite, analyse, en allant un peu plus en arrière, si vous voulez. Aujourd'hui, on parle de la laïcité en Turquie, qui a été fondée par Atatürk dans les années 1923-1924. Il faut se poser la question, est-ce que cette laïcité a été acceptée par la population turque ou par la société turque? Sur le papier, oui. Mais est-ce que dans la mentalité, ça a été le cas? Un excellent livre de Jean-Pierre Touzan qui parle de l'islamisme turc qui a été édité chez l'Harmattan montre que à partir des années 63, surtout après la libération un peu des partis politiques, parce qu'il n'y avait qu'une seule parti jusque-là, multipartisme, l'islamisme n'a cessé d'augmenter en Turquie. Ça veut dire que c'est un fait de la société. Maintenant, on peut évidemment l'endiguer par tel ou tel moyen, mais comme vous avez dit, l'AKP essaye de contourner cette situation par le biais du suffrage universel. Alors ça veut dire qu'on se retrouve d'une certaine manière un petit peu coincé. On ne peut pas critiquer raisonnablement cette volonté d'imposer le suffrage universel et en même temps il y a les risques que vous soulignez. Je vais vous poser la même question sous une autre forme parce que c'est ça la question la plus importante dans cette émission, c'est quel est le rapport de force réel aujourd'hui en Turquie entre d'un côté l'AKP ou disons une tendance islamique ou islamiste de la société et une tendance laïque. Parce qu'on a vu aussi dans les manifestations des femmes par exemple qui étaient voilées, donc qui sont musulmanes, qui sont croyantes, mais qui disaient nous ne voulons pas pour autant de la charia en Turquie. Quel est le rapport de force exact aujourd'hui en Turquie entre ces deux camps? Disons que le rapport de force c'est surtout la partie dite laïque, notamment comment aider, supporter par aussi l'armée. Il faut le dire qu'ils se considèrent toujours comme le garant de la laïcité en Turquie. Peuvent être manipulés. Les gens qui étaient dans les rues, les 100 000 ou 150 000 ou 200 000 personnes, peuvent être manipulés dans ce sens. La question à poser, c'est ce que nous nous posons à l'Institut Chobanian en tant qu'analyste de cette partie du monde.
Est-ce qu'on ne s'est pas trompé, si vous voulez, sur le danger qui peut exister en Turquie? Est-ce que l'islamisme est plus dangereux que le nationalisme qui est, comment dirais-je, la chasse gardée un peu aussi des militaires? Quelle est la réponse que vous y apportez justement à cette disons que question? moi, personnellement, je commence à changer un peu d'analyse, à savoir que, évidemment, les deux ont leurs points forts et points faibles. Une fois au Quai d'Orsay, on nous avait dit il faut choisir entre la peste et la choléra en parlant de l'islamisme et des militaires ou des nationalistes. Aujourd'hui, nous voyons qu'en Turquie, le vrai danger, le vrai blocage vient plutôt du côté des militaires, de ces ultranationalistes qui bloquent Par exemple, quel type de blocage? Le blocage concernant la reconnaissance du génocide arménien? Entre autres. Mais, Quels autres par exemple, disons qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une demande d'émancipation d'une minorité, par exemple, si on prend les Kurdes, qui ne sont pas du tout concernés par la question arménienne, mais ils sont des musulmans en plus, donc vraiment très très nombreux, à peu près entre 15 et 20 millions, eh bien, il y a une volonté de la part des militaires ou des nationalistes en disant la nation c'est indivisible, donc chaque petit mouvement vers je dirais pas une indépendance, mais au moins demander une sorte d'autonomie, ne serait-ce que culturelle, pose problème. On a vu aussi que dans ces manifestations qui étaient opposées au parti au pouvoir, il y avait aussi de fortes tendances anti-européennes. Est-ce que cela a un rôle dans toute cette crise? Nous ne cessons pas de décrire dans notre revue européenne que c'est un jeu de dupes, comme on avait abordé déjà une fois sur ce plateau. Nous croyons qu'aujourd'hui, la Turquie vraiment, enfin, ceux qui sont vraiment au pouvoir, ça veut dire que l'État profond ne veut pas une intégration à l'Europe. Ça veut dire qu'une intégration à l'Europe devrait signifier l'éloignement des militaires du champ politique. Alors qu'ils ne veulent absolument pas de ça, et surtout qu'ils gèrent à peu près 35% de l'économie du pays. Alors justement, vous voyez bien, on tourne un petit peu autour du pot depuis tout à l'heure, la question des militaires, effectivement. Ouais. Dans le cas précis qui nous occupe, c'est-à-dire la volonté de faire passer l'élection du président au suffrage universel, est-ce qu'on peut imaginer, comme ça a été souvent le cas dans l'histoire de la Turquie, qu'à un moment les militaires disent stop, par une manière ou une autre, par un putsch ou par une pression tellement forte? Non seulement on peut le dire, mais ça a été déjà fait. Ça veut dire que, en venant ici, je pensais à un exemple, les élections qui sont passées en France là, récemment. Imaginez qu'aujourd'hui, en France, le chef d'état-major, dont je ne connais même pas le nom, ça veut dire que c'est un monsieur qui s'occupe de ses affaires militaires. Mais en Turquie, on connaît son nom, Yaşar Büyükanıt, qui fait partie des gens, au premier plan des gens de champ politique. Il a carrément mis, entre guillemets, son veto à la candidature Erdogan, qui a après choisi Gül comme deuxième candidat. Et il a mis en garde contre la suite des événements. Oui, merci, très ouvertement. Merci, monsieur Sirapian, d'avoir été avec nous. Cette actualité turque, vous le savez, on la suit régulièrement sur France 24 dans les deux chaînes, dans les deux langues, en français et en anglais, également en arabe, chaque jour de 16h à 20h, 14h, 18h, temps universel. Merci de votre attention et bonne continuation.